On va dire que tout le monde est arrivé, et s'il y a des personnes qui se joignent à nous, ce sera parfait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On est encore fin janvier, tous mes voeux. Merci d'avoir fait le déplacement malgré les blocages, malgré toutes les maladies qui traînent dans les transports. Je suis très content de vous accueillir ici et d'être accueilli par ESTP Alumni, du coup, nous venons de la CID, qui nous accueille dans ses locaux et qui nous permet de réunir ce soir. Donc, merci à toutes les personnes qui sont aussi présentes en ligne et qui sont sans doute un peu partout en France ou à l'étranger. Donc, merci à vous. Tout d'abord, si vous pouvez couper vos micros, mesdames et messieurs en ligne, pour pouvoir éviter qu'on vous entende très fort. De la même manière, nous, si on peut éviter de chuchoter quand les personnes auront la parole, ça sera très bien parce que les micros sont très sensibles, très bien installés, ils captent tout. On enregistre la réunion pour votre information, pour que celles et ceux qui n'aient pas pu y assister puissent s'informer ensuite dessus ou voir la teneur de nos échanges. On va partager 1 heure ensemble, donc je vais essayer de suivre ma montre pour ne pas déborder. Le but étant qu'on parte du discours des délégués de promotion de l'année dernière, dont on a 2 représentantes ce soir. Après une courte introduction, on va avoir des questions que j'adresserai à nos invités, que je vais présenter, puis une séance de questions-réponses où je vous inviterai toutes et tous, en ligne et dans la salle, à poser vos questions. Ça devrait nous prendre 1 heure en tout, et ensuite, pour celles et ceux en ligne, je vous inviterai à continuer à échanger, comme vous l'avez fait en restant entre vous, les personnes qui sont dans la salle, à échanger autour d'un verre et de quoi grignoter. Et si vous voulez tenter le format hybride et venir parler à l'écran, libre à vous, tentez. 2024, ce digital, on va y arriver. Le sens de nos carrières. C'est une question qui nous concerne toutes et tous, en tant qu'ingénieur, en tant que citoyen. Et dans un monde en pleine mutation où les crises sanitaires, économiques et écologiques nous obligent à repenser nos modes de vie, nos valeurs, nos engagements, comment trouver notre place, notre voie, nos contributions? Parce que le travail, du coup, dimension essentielle de nos vies, ne serait-ce que par la très large place qu'il occupe, qui nous permet de nous réaliser, de contribuer à la société, de subvenir à nos besoins, ou aussi d'être source d'annihilation, de frustration ou de stress. Comment donner du sens à notre travail, surtout dans un contexte de crise multiple et permanente, de polycrise, qui remettent en cause nos repères et nos priorités? C'est la question qu'on vous propose d'aborder lors de cette table ronde, en nous focalisant sur le cas des ingénieurs qui sont confrontés à des choix de carrière complexes et parfois difficiles. Quels sont les enjeux à prendre en compte dans ces choix? Quelles sont les motivations, les aspirations, les contraintes des ingénieurs d'aujourd'hui? Comment choisir leur école, leur métier, leur employeur? Comment s'engagent-ils et elles dans la société, que ce soit au sein de leur travail ou en dehors? Et comment diversifient-ils et elles leur stratégie et tactique pour faire face aux défis et aux urgences actuelles? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous voulons repartir du message fort que nous ont adressé les délégués de la dernière promotion dans leur discours intitulé « Réveillons-nous, indignons-nous, émerveillons-nous ». Nous voulons prolonger cette réflexion lors de cette table ronde en partageant avec vous des témoignages, analyses, propositions de nos intervenants et intervenantes qui ont un parcours, une expérience, un projet forcément différent. Nous vous invitons à les écouter, à les questionner, à échanger avec eux, afin de faire de cette table ronde un moment de réflexion collective et constructive sur le sens de nos carrières. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à vous installer. On va diffuser le discours de l'année dernière. Pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à monter le son de votre ordinateur. Forcément, c'est le moment où le partage ne fonctionne pas. Non, rigolez pas, ça fait que 3 ans qu'on est tous en mode virtuel. Je suis honoré de me planter sur le partage d'un écran devant vous. Pourquoi ça ne marche pas? C'est déjà arrivé à tout le monde.
Ouais, mais après avoir fait une demi-heure de test, pour être sûr que ça marche. Ah ouais, non, mais là, là, d'ici à peu près 30 secondes, je vais me mettre à paniquer. Donc, cette fenêtre, je vais la refermer, je vais la refermer. C'est en écran étendu. Et Ah, voilà, parfait. nous démarrons la vidéo qui dure 3-4 minutes. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, chers camarades, bonjour. Ce jour de festivité signe, pour la majorité d'entre nous, le début d'une nouvelle vie. Nous nous présentons devant vous ce soir pour vous appeler à prendre les choses en main. Les problèmes environnementaux sont indéniables et le constat scientifique est sans appel. Bien que les rapports du GIEC et les différentes COP restent lettres mortes pour nos décideurs, les catastrophes climatiques et la disparition de la biodiversité nous le rappellent constamment. Au regard de l'urgence des enjeux actuels, tous les étudiants auraient dû en prendre conscience dès leur entrée en école. Chacun de nos projets, durant nos études ou notre vie professionnelle, aurait dû être réfléchi en fonction de ces derniers. Le constat est alarmant. Il nous expose à l'éco-anxiété, cet ensemble d'émotions liées à l'impuissance face aux catastrophes écologiques, et c'est normal. Comme le dit le climatologue Jean Jouzel, pas besoin de faire de catastrophisme, la situation est catastrophique. Nous recevons aujourd'hui notre diplôme de l'ESTP, une école de référence dans le milieu de la construction. Désormais, une grande responsabilité nous incombe. Notre secteur, responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre et de 70% des déchets produits en France, a un impact majeur. Les leviers d'action sont nombreux. Futurs cadres et dirigeants que nous sommes, nous pouvons les mettre en pratique. Nous devons nous engager. Lors de notre première année à l'ESTP, un professeur a commencé son cours en nous disant que les constructions humaines sont la plus grande trace de notre passage sur Terre. Alors que le poids de nos constructions a dépassé celui du vivant, cela n'a jamais été aussi vrai. Et ceci est lourd de conséquences. Aujourd'hui, 6 frontières planétaires sur 9 sont dépassées. La destruction de la biodiversité, le changement climatique, l'eau verte dans le cycle de l'eau douce, les cycles d'azote et du phosphore, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère et le changement d'utilisation des sols. Quelle serait votre tristesse de ne pouvoir faire découvrir à vos enfants tous ces lieux qui vous ont tant fait rêver? Gorges du Verdon asséchées, pistes de ski disparues, plages avalées sur nos îles préférées. Nous sommes une génération qui avons eu la chance de les découvrir et nous ne devons pas les en priver. Si vous n'êtes pas prompte à vous émerveiller face à la nature, peut-être que vous penserez aux finances de cette entreprise que vous avez déjà lancée, rêvé de monter ou de reprendre. Comment tiendra-t-elle debout sur un monde dont les ressources s'écroulent? Si vous n'avez aucune envie de faire naître ni Bambin, ni entreprise cotée au CAC 40, peut-être vous soucierez-vous du sort de votre propre santé ou celle de vos parents qui sont présents, de vos grands-parents, qui seront à terme plus exposés à différents risques liés à la santé ou aux canicules dans un monde où l'eau se fait beaucoup plus rare. C'est pour contrer cela que nous appelons à agir de manière forte, unie, immédiate et globale. Ce soir, nous vous invitons à vous demander dans quel monde vous souhaitez vivre. Est-ce un monde bâti sur l'exploitation du vivant? Est-ce un monde où l'été 2022 est le plus frais du reste de notre vie? Est-ce un monde où des espaces naturels, sources de la vie, sont rasés pour la simple croissance économique? Est-ce un monde où la logique de domination prévaut sur celle de l'entraide et du partage? Ou bien décidons-nous enfin de respecter le vivant, d'être en harmonie avec lui et d'avoir d'autres indicateurs que le PIB pour mesurer l'état de nos sociétés? Là où la croissance, telle que définie actuellement, mesure une agitation de l'économie, elle est borne quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourde à la souffrance sociale et muette sur l'état de la planète. Elle ne comptabilise que la partie marchande de nos activités sans se soucier de remplir les besoins primaires de chacun. Or, nous pouvons décider de créer un espace écologiquement sûr et socialement juste pour toutes et tous.
Dans le monde actuel, notre rôle d'ingénieur consiste à trouver des réponses à des problèmes que l'être humain a créés, sans remettre en question la raison même. Nous voulons voir plus loin et vous appeler à remonter à la racine du problème. Les discours écologiques sont de plus en plus présents lors de nos remises de diplômes. Cela est dû aux forces vives, remplies d'ambition qui s'y trouvent. Ces forces vives à qui nous souhaitons nous adresser, car il convient désormais d'ajouter dans notre cahier des charges une constante qui est celle de l'écologie. Cela nous demandera une réflexion, de la volonté supplémentaire, mais au final, c'est ce à quoi nous avons été formés. C'est donc à nous de rendre l'écologie sexy, parce qu'elle est stimulante et qu'elle est source de motivation au quotidien. Aujourd'hui, de multiples initiatives sont possibles. Elles incarnent notre espoir pour contrer cette dynamique. Nous avons les capacités de faire évoluer le monde du BTP, trouver d'autres manières de construire. Bas carbone, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, biosourcée, rénovation ou encore construction bois. Il est aussi possible de questionner le besoin même de nouvelles constructions grâce à une approche par la sobriété. Nous pouvons participer à la transition déjà bien entamée de notre école, nous appuyer sur des alumni engagés en organisant des conférences et ateliers afin de sensibiliser le plus grand nombre. Tant de possibilités et solutions qui existent, qui ont été éprouvées et qui sont à portée de main. Autant de réflexions qu'il est nécessaire de continuer à mener. Notre génération ne se voilera pas la face. Elle n'acceptera pas de détruire sa propre planète. Maintenant que nous accédons au poste à responsabilité, créons un nouveau modèle. Faisons de l'impact environnemental notre priorité, bien avant le gain. Refusons projets climaticides, écocides, dissimulés derrière un greenwashing qu'il est temps de faire cesser. L'heure est à l'action. À ce tournant de notre vie, nous, jeunes diplômés des grandes écoles, nous devons d'être exigeants, de demander aux grands groupes et grandes entreprises qui nous proposent d'intégrer leurs équipes, d'être à la hauteur des convictions qui sont désormais les nôtres. Nous ne sommes pas responsables des erreurs du passé. Soyons acteurs des succès du futur. Merci à tous. Merci. J'espère que vous m'entendez toujours en ligne et que le son était bon et que vous avez passé 4 minutes à être trop poli pour me dire que vous n'entendiez rien. Je vous propose, Aurélia, Lodine, qu'on démarre avec vous. Ça fait presque 1 an. Et parmi les nombreux thèmes de ce discours, qu'est-ce qui, avec 1 an en plus, vous parle le plus? Qu'est-ce que vous auriez aimé approfondir? Là, pour démarrer cette... Peut-être l'injustice sociale de la chose, c'est-à-dire que les pays qui ont une responsabilité historique vraiment très faible sont les plus vulnérables face à tout ce qui va se passer. Peut-être que ce sera un axe à ajouter dans le discours. C'est la première fois que je le revoyais depuis qu'on a fait les discours, ça fait tout drôle. Je sais pas quoi ajouter. Il y a tellement d'autres choses dont on aurait pu parler. En fait, c'est un problème tellement... il y a tellement d'aspects dans la vie qui sont touchés par ça que je pense que faire une liste exhaustive de toutes les choses dont on aurait pu parler, c'est un peu impossible, mais voilà. Oui, donc d'accord. En fait, nous, quand on a fait le discours, on y passé un peu de temps et on voulait dire plus de choses. On voulait dire des choses un peu plus tranchées potentiellement. Il a fallu qu'on lisse un peu notre discours pour que ça aille au public du théâtre du Châtelet. Et donc, on n'a pas donné de chiffres, alors qu'on voulait donner beaucoup plus de chiffres, mais on voulait rester un peu soft. Oui, sur la question du sens, moi je serais allée aussi encore plus loin pour dire qu'est-ce que ça allait pouvoir dire
profondément pour nous de trouver un métier avec du sens, parce qu'on a dit il faut un métier avec du sens, il faut pas aller accepter d'aller travailler dans les entreprises qui font des projets qui détruisent toute la planète. Oui, mais derrière, il y a aussi énormément de choses, de bien-être au travail, de comment nous, on va se sentir dans un environnement avec des collègues qui ne sont pas du tout touchés par le sujet. Après, travailler dans une entreprise pour qui les valeurs environnementales ne sont pas très présentes, ça veut dire avoir des collègues pour qui c'est très présent, ça veut dire qu'il y a des conversations au travail qui peuvent être plus lourdes. Et en fait, il y a le sens de son métier et puis le sens qu'on donne à son environnement de travail autour aussi, derrière, qui est quelque chose que moi j'ai découvert un peu après justement, mais maintenant à posteriori, je trouve aussi très très important. Rapidement. Merci. Vous avez dit dans le discours que le rôle de l'ingénieur change, qu'il ne doit pas seulement résoudre les problèmes, mais aussi se demander pourquoi ils existent, comment mieux les poser. Et ça, c'est quand même un grand changement par rapport au rôle qu'on a pu attendre des ingénieurs, ou tel qu'on nous l'a présenté lorsqu'on démarre nos études à l'ESTP. Est-ce que vous vous sentez prêt pour ce rôle? Est-ce qu'il y aura des choses que vous auriez mieux travaillé, que ce soit à l'ESTP, au travers des assos, au travers d'autres expériences, avant d'être projeté vers ces rôles, à ces responsabilités que maintenant on peut avoir? Parce que pas mon déjà. Tout dépend de ce qu'on fait après, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que, enfin, je vais parler pour moi, mais enfin, tout le bagage que je me suis créé après le STP globalement sur les sujets environnementaux, ça a été plus de la recherche par moi-même. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être aimé qu'on ait plus de bagages sur ces thématiques-là qui sont assez compliquées et complexes pour rentrer dans le monde du travail, mais après on peut aussi l'acquérir au travers justement des expériences qu'on a en stage, les premières expériences qu'on a dans le monde du travail. Et après... C'est quoi ton job aujourd'hui? Moi, je travaille pour un éditeur de logiciels qui fait de l'ACV, analytique de vie. On travaille avec tout ce qui est R2020, E+, C-, etc. Donc, c'est des sujets quand même assez compliqués. Personnellement, j'étais en filière travaux publics, donc forcément, j'avais pas, je savais même pas vraiment ce que c'était la R2020, donc j'ai dû apprendre ce que c'était. Après, en travaux publics, c'est peut-être pas la thématique, pour les travaux publics, mais c'est vrai que c'est des thématiques compliquées. Du coup, j'ai dû apprendre sur le tas en commençant à travailler dans ma boîte. Mais ça, c'est possible d'apprendre aussi sur le tas. Et toi? Alors moi, la question était sur la responsabilité. J'ai perdu le fil de la question, mais... Est-ce que, par rapport à la capacité de rôle de l'ingénieur qui change et qui doit mieux poser problème, du coup avoir cette approche systémique, savoir se renseigner, savoir apprendre sur le tas, parce qu'il y a plein de sujets qui émergent, sont découverts ou existaient déjà, mais se retrouvent adoptés par de plus en plus d'acteurs. Est-ce qu'il y avait des choses que tu aurais aimé mieux préparer au sein du cursus ou avant d'arriver sur le monde du travail? C'est ce qu'on dit au tout début du discours, c'est sur le fait qu'on a eu, et on en parlait tout à l'heure, c'est quand on est arrivé à l'ESTP, on a eu un cours qui s'appelait Climate Change, on a eu 3 heures, et c'est notre enseignement sur l'environnement à l'ESTP, et c'est rien. Il y a une fresque du climat aussi, non? C'est pas notre année. Ouais, pas notre année. C'est arrivé l'année après, nous, on a été formés pour les animés, mais quand nous on est rentrés, c'était encore les GAPA. Et oui, on sort de prépa, on sort du monde pour être ingénieur. On nous met en école, on ne nous en parle pas une seule seconde, et c'est une réflexion qu'on a eue, tout le monde a très personnellement en tant que jeune, et puis on l'a plus facilement maintenant parce qu'on en parle tout le temps autour de nous, mais c'est des réflexions qu'on a dû avoir nous-mêmes. Et sur la responsabilité de l'ingénieur, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le sens aussi, il va y avoir des entreprises qui vont être prêtes à nous laisser apprendre, à nous laisser apporter nos nouvelles réflexions sur l'environnement.
et certaines non, et sur les responsabilités qu'on peut avoir, quand on va arriver, on va dire ah oui, on a une nouvelle idée, ou bien on va nous la laisser l'implémenter ou pas, et si c'est des idées qu'on veut faire passer le jour où on sera vraiment en responsabilité, bah déjà on ne se met pas en responsabilité tout de suite, c'est là aussi un des problèmes environnement, on est toujours oui les ingénieurs, cette génération, vous allez faire changer les choses, vous allez faire changer les choses. En réalité, on n'est pas encore au poste de responsabilité important et on n'y sera pas avant au moins une dizaine d'années. Et les choses doivent changer maintenant. Donc c'est là aussi où dans les plus petites entreprises, on peut changer les choses plus rapidement que dans les plus grandes et trouver, pouvoir s'auto-former. En fait, pour s'auto-former, il faut avoir quelque chose de collecte de formation. Donc, voilà. Je pense que c'est un autre débat aussi, mais par rapport au fait que c'est aussi difficile d'identifier quelles entreprises quelle entreprise a réellement une intention de changer les choses et quelle entreprise fait que parler, quoi. C'est un peu compliqué lorsqu'on n'a pas le bagage scientifique, etc., d'identifier vers quoi on a envie d'aller, parce que moi je me rappelle lorsque je suis sortie de prépa, je voulais travailler dans le bâtiment durable. Et travailler dans le bâtiment durable, ça veut un peu tout et rien dire. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir quand même un peu plus de connaissances pour identifier et se former sur les enjeux, quoi. C'est une question que je vais avoir de manière récurrente. Je vous propose qu'on garde un peu les questions. Après, on peut totalement dynamiser tout ce que j'ai préparé, c'est pas grave. Mais sinon, on balaye. Si vous avez des questions et vous sentez une envie de la poser, allez-y. Donc, c'est une question que je vais avoir de manière récurrente vers vous toutes et tous et personnes en salle et en ligne. Et en ligne, il y en a déjà une qui est posée. Oui. Et donc je vais rappeler le métier de la deuxième jeune dame qui vient de parler. Moi, je suis consultante dans un cabinet de conseil qui s'appelle Vulca Engineering, qui est spécialisé dans les projets environnementaux. Et du coup, très rapidement, je suis sur une ancienne plateforme pétrolière qui est en train de transformer en bioraffinerie et en plateforme verte avec centrale à hydrogène, méthaniseur, panneaux solaires, recyclage de plastique, etc. Merci. Et donc, je vous propose qu'on garde toutes les questions qui arriveraient en ligne dans la salle pour dans une demi-heure. Sinon, encore une fois, on peut basculer en full hybride. Donc, question qui sera récurrente. Est-ce qu'il y a un récit en particulier, une expérience particulière, un livre, un podcast, une rencontre qui vous a marqué? Parce qu'il y a des choses qu'on a pu déjà avoir à travers ESTP Alumni. On avait fait venir Timothée Paric. On avait eu Philippe Grandcola sur le sujet de la biodiversité. Il peut y avoir des articles, des scandales qui, d'un coup, nous font prendre du recul sur notre réalité, nos études. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez lu récemment ou écouté récemment qui vous a nourri dans cette réflexion? Là, récemment. Pas forcément. En fait, quel que soit... Moi, par exemple, j'ai partagé tout à l'heure avec plusieurs d'entre vous, Sois jeune chez toi de Salomé Saké. Il est sur ma table de chevet. Voilà. Il reste moi, depuis plusieurs mois. Et je pense que ça va être une bonne chose parce qu'on n'aura effectivement pas le temps d'aborder tous les sujets ce soir. Encore une fois, on est sur une approche qui se veut systémique de tous ces enjeux-là et les aspects sociaux. On n'aura pas tous les chiffres, on ne pourra pas tout ressortir. Mais il y a quelques encres qui peuvent nourrir la réflexion des uns et des autres. Donc, on fera une petite liste de recommandations. Il y a une question qui veut sortir. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque d'ordre général. Je me présente, moi je suis ancien ESTP, employeur aujourd'hui, dans une PME. Je suis ravi d'être avec vous, c'est la première fois que je participe à ce type de débat. Et je suis très curieux de comprendre ce qu'il y a dans la tête des jeunes ingénieurs en général. Je sens beaucoup d'éco-anxiété dans les paroles et dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure. Je voudrais savoir si on va parler aussi des autres sujets de quête de sens des ingénieurs. Est-ce qu'il n'y a que la partie, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais est-ce qu'il n'y a que la partie environnementale qui aujourd'hui anime la réflexion d'un jeune en quête de sens, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets? Moi, je me souviens que quand je suis sorti de l'ESTP en 93,
nos promos étaient façonnés par les grands groupes. On était très attirés, très engagés à faire des parcours types dans les grands groupes. On ne parlait pas du tout de la PME, on ne parlait pas du tout de l'entrepreneuriat, on parlait très peu de la création. Est-ce que c'est des sujets qui vont être abordés ce soir ou pas? Voilà, c'est juste une question globale. Pardon. Peut-être qu'il y a des questions en ce sens-là, on ne sait pas. Si un jour on découvre les questions, peut-être qu'on pourra les aborder. Donc, finalement, je retire ce que j'ai dit, je garde la parole. Plus de questions. Non, ce seront des sujets, le but c'est justement qu'on puisse s'ouvrir, parce que ça dépasse largement, et c'est le premier point que tu avais soulevé, c'est que les sujets sociaux auraient pu être plus abordés dans le discours. Mais, juste pour revenir, est-ce que c'est quelque chose, parce que lorsqu'on a préparé cette conférence, on a parlé du fait que vous étiez 4 à prendre la parole sur scène. Est-ce que c'était un discours que vous avez travaillé avec d'autres personnes? Est-ce que d'autres personnes, vous avez eu des retours d'autres élèves? Parce que certains nous opposent, ils étaient que 4 sur scène, ça ne représente rien. Et à contrario, est-ce qu'ils en ont eu aussi qui leur ont dit dis pas ça, je ne suis pas forcément en phase? Exactement. On a été nombreux à préparer ce discours. En réalité, on était 4 sur scène, mais on devait être au moins 10, voire plus derrière. Au dernier moment, il y en a un qui devait monter avec nous sur scène aussi, mais qui a décidé de ne pas le faire, parce que c'est aussi un travail de monter devant 2500 personnes au stade du Châtelet, donc ils sont plus ou moins à l'aise avec l'idée, il y en a qui sont fait violence pour le faire et d'autres qui ont décidé de ne pas le faire. Et donc ça a été vraiment un gros travail, et puis sur longtemps ce discours-là, et justement nous on avait un peu cette appréhension de la fin du discours, comment ça va se passer, comment nos camarades vont réagir, et on a eu que des bons retours, et on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, justement, c'était vraiment très agréable parce que c'était au-delà d'une autre, quoi. Et ça a été très très bien reçu. Alors même qu'on avait l'impression, en parlant à nos camarades en général, que ça ne les intéresse pas particulièrement, mais sur ce discours-là, il y a eu que des bons retours. Et ça, justement, quand nous on a entendu cette phrase, ça représente rien. On est 750 par promotion à l'STP, on ne va pas mettre 750 personnes sur scène et se passer le micro 15 fois, quoi. Donc on a entendu se dire, ok, donc à quel moment ça aurait pu être légitime? Il aurait fallu qu'on soit combien? Il aurait fallu que ça dure combien de temps? Il aurait fallu qu'on parle de quoi pour que ça soit légitime? Enfin, ce discours-là, on a été... Là, les applaudissements ont été coupés au montage, mais on a été beaucoup applaudis, quoi. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est sur des gens qui n'étaient pas là et que ça pas vraiment puisse dire ça derrière, c'est quand même assez désagréable. Je peux réagir sur ce qu'il Bien sûr. dit. Donc Henri, présente-toi s'il te plaît. Bonsoir à tous, Henri Chapoutier, moi je suis B07, je suis responsable du département développement durable chez ICAD, le groupe ICAD. Et j'ai fait toute ma carrière en développement durable dès 2006-2007, à une époque où ça n'existait quasiment pas dans les entreprises. Donc voilà, si vous avez des questions, on va faire après. Mais juste pour réagir par rapport à ça, vous êtes complètement légitime en fait. Il faut bien prendre conscience qu'en conduite du changement, il y a toujours 5-10% de gens qui s'expriment, qui sont des pilotes, et il y a une masse silencieuse en fait, qui est prête à suivre. Et en fait, il ne faut pas s'attendre que 90% de la masse silencieuse s'exprime. En fait, c'est bon, ça s'exprime d'autres manières, il y a des votes, il y a d'autres choses, il y a d'autres manières. Dans une prise de discours, dans une prise pilote, on va dire, c'est normal qu'un petit groupe représente ce qui se passe chez vos camarades, par exemple. Et à l'inverse, j'ai bien vécu pendant plus de 10 ans, il y a toujours 5-10% de récalcitrants qui sont jamais d'accord, puisqu'on est en France. Donc il y aura toujours à gérer cette partie-là. Mais donc, c'est pas le nombre qui fait la légitimité, clairement pas. Voilà, c'est vraiment ça. Et en RSE de manière générale, c'est quelque chose que j'ai vu toute ma carrière. Je propose qu'on, du coup, te passe la parole, ainsi qu'à Adeline. Adeline, si tu veux bien te présenter rapidement. Rapidement, donc moi je suis Adeline Nazaré, je suis la responsable du ESTP Alumni Transition, Alumni Ressources Humaines, tu vois, je fais déjà une ressources humaines. Donc effectivement, le sens des carrières B05, donc forcément B05 dans les RH, le sens des carrières, je me suis posé des questions moi quand même dans ma vie, vous imaginez bien. Voilà, donc à ce titre-là, plus sur la partie RH, et puis je suis accessoirement directrice de développement RH chez Pêche Construction. Voilà, mais l'idée c'est plutôt d'être là au titre des alumni, je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et du coup, Adeline, Henri, quelle était votre réaction lorsque vous avez pris connaissance de ce discours, de sa composition? Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a marqué, quelque chose qui vous a saisi? Enfin, ils arrivent, ils sont là, je suis pas tout seul.
Oui, alors, pour le coup, forcément, on travaille beaucoup d'écoles. Vous n'êtes pas les premiers à faire des interventions dans les écoles, vous le savez, hein, donc on entend, vous êtes plutôt en train de nous dire quand est-ce qu'il y en aura une à l'USTP, puisque effectivement, il y a eu d'autres écoles, il y a eu des prises de parole, il faut toujours parler derrière, donc de toute façon, ça inspire, ça fait parler, ça provoque des sentiments chez les gens, donc c'est important de le faire. Donc surprise, non. Et effectivement, dans le discours, c'est un discours, il y a un petit temps limité, donc on ne peut pas forcément dire tout ce qu'on a à dire. Il y a des choses forcément, je pense, qui parlent à beaucoup de monde. C'est sûr. C'était pas agressif, Non, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres écoles, donc c'était plutôt sympathique. Ouais, plutôt constructif. Même si c'était soft, puisqu'on avait demandé d'être soft. Oui, c'était pas. En tout cas, on le ressent pas comme quelque chose d'agressif, pas du tout. Il y avait du fond. C'était plutôt important. Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça super. J'ai dit enfin, effectivement. Non, mais en fait, c'est des sentiments partagés parce que, à la fois, j'étais content que ça se passe à l'ESTP, dans notre école, et qu'on a besoin, malheureusement, de ce genre d'intervention. Et en même temps, j'étais un peu envahi d'une profonde tristesse parce que moi, j'ai rué dans les brancards il y a 15 ans sur ces sujets-là. Et de me dire que les jeunes ingénieurs qui sortent maintenant sont encore dans un état où ils se disent qu'on n'est pas prêt à apporter positivement dans les entreprises, on se sent pas prêt en tout cas. Alors que moi je suis dans des sujets où je me dis mais là on a besoin d'un maximum d'innovation et de cerveau, d'énergie, etc. là-dessus. Donc il y a deux mondes qui se rencontrent pas. Donc j'étais un peu triste, en fait pas de l'action, parce que l'action elle est géniale, mais du constat, en fait du constat qui était lié à ça. Et donc je remercie vraiment d'avoir créé ce débat, je trouve que c'est une première marche très bien, qui n'est pas la seule marche. Mais voilà, effectivement c'est beaucoup de reste à faire, mais merci de l'avoir fait. Je vais peut-être introduire le trait d'union justement entre les délégués et le monde de l'entreprise. Romain, si tu veux bien te présenter. Oui. Pas fait exprès sur la politique. Non, mais c'est je suis Romain Mège, je suis le nouveau directeur de l'enseignement et de la recherche de l'ESTP. Voilà, notre départ enseignement et recherche depuis le 15 janvier. Merci. Je dois répondre à... Non, c'était pour... voilà, j'ai pas pris le temps de te présenter avant. Mais comme on parle beaucoup de l'enseignement et que ça va tourner autour des relations entre les enseignants, les élèves, les alumni, les entreprises et comment on crée des synergies entre tout ça sur tous ces sujets, j'espère qu'on va tendre vers ça dans nos questions et dans les échanges. Et maintenant qu'on a un peu présenté tous les acteurs, on va revenir un tout petit peu vers les entreprises, entre guillemets. Parce que dans le discours, on citait plusieurs façons de changer les façons de construire. Donc pour moins polluer et mieux utiliser les ressources, donc bas carbone, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, biosourcée, rénovation en construction bois, pour ne citer que. Certaines entreprises font déjà ça, mais pas assez. Et du coup, peut-être question pour toi plutôt Henri, est-ce que c'est la bonne façon de réduire l'impact de la construction de l'environnement? En gros, est-ce que ça suffit de rendre une partie de l'activité et des entreprises qui peuvent accorder la recherche, l'innovation, sur verdir leur activité, s'il reste toute une partie grise, largement majoritaire qui écrase et qui fait du dégât à côté. Ce que tu veux dire par partie grise, tu parles quoi, des matériaux ou En gros, tout ce qui ne va pas porter les innovations que toi tu vas pouvoir avoir dans ton développement. Si toi tu passes 10 ans sur une tour et qu'entre-temps il y en a 150 qui ont été conduits... Ah, donc c'est plutôt le côté industrialisation des... Ouais. Ok. Ouais, non, mais de toute façon, alors le discours était très bien écrit et très bien sourcé pour le coup, enfin, sur le fait que le secteur pèse un quart des gaz à effet de serre, et sur toutes les solutions que vous avez illustrées dans le discours, c'est exactement ça. En fait, ce qui nous manque, c'est le passage à l'échelle. Effectivement, tout ce que vous citez, il y a des entreprises qui le font déjà. Nous, on fait du réemploi, on fait de la construction bois, on fait du biosourcé, on fait pas mal de choses là-dessus. Enfin, je dis nous, mais je suis pas là pour faire de la pub. C'est vraiment, il y a plein d'expérimentations, mais effectivement, on n'a pas le passage à l'échelle. On n'a pas cette industrialisation, on manque d'innovation. C'est souvent ramené à des coûts économiques, faut être réaliste. Or, pour un ingénieur, c'est quand même le moment parfait. Quand on est ingénieur et qu'on dit il y a une problématique qui est on veut généraliser un type de production, une manière de faire face à des défis, c'est-à-dire moins de ressources, des coûts qui augmentent, etc. C'est là qu'on a besoin des cerveaux des ingénieurs en fait. C'est pas quand c'est tranquille et que c'est facile et qu'il y a de l'approvisionnement, etc. Donc c'est vrai que de manière vraiment honnête, moi des fois c'est un peu la déprime. C'est-à-dire que vraiment on fait énormément de choses et je me bats mais vraiment comme un français parce que je suis un passionné depuis plusieurs années là-dessus. Mais quand on voit l'échelle des choses, voilà. N'empêche que, mine de rien, j'ai vu des changements en une décennie vraiment assez conséquents, pour ne pas être pessimiste justement, parce que j'en parle après, si on est anxiogène, on ne fait rien évidemment.
Mais en fait, donc, les solutions, elles existent, elles ont besoin d'être généralisées, et on a besoin de jeunes pour faire ça dans les entreprises. Donc, oui, c'est vrai que ça peut sembler insuffisant, mais mon message principal, c'est surtout que c'est possible. Voilà. C'est qu'on peut faire des bâtiments en réemploi, on peut recycler la plupart des déchets, on peut limiter nos gaz à effet de serre, on peut éviter de faire des étalements urbains, etc. La difficulté, c'est vraiment l'inertie qui a pris l'économie, les manières de faire, et d'arriver à changer le braquet très vite, c'est la transition, quoi. Voilà. Mais du coup, je me permets de rebondir directement, Vas-y. parce que quand tu cites du coup l'économie, le besoin d'innovation, que souvent se heurte au coût économique et qu'il faut être réaliste, face à tout ça, il y a quand même un appel commun des scientifiques sur les efforts de sobriété à faire, et sur la capacité à s'engager ou pas dans les projets. Je n'ai pas forcément envie de ramener tous les sujets de l'actualité qui seraient pertinents pour cette question, hashtag A69, pour ne citer que ça, on va s'arrêter là. Mais il y a quand même beaucoup de projets où cette inertie que tu cites, qu'elle soit politique ou économique, envoie des centaines de personnes, voire des milliers, bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, tous les acteurs du territoire, les politiques, sur un chemin, une trajectoire qui n'est absolument pas compatible avec tout ce qu'on vient de citer depuis le début. Comment est-ce qu'on arrive à articuler cette volonté de vouloir passer à l'échelle changée quand la plupart des acteurs économiques n'ont pas d'intérêt économique à aller vers la sobriété ou à éviter certains projets? Après, c'est du politique quelque part aussi. Si vous pensiez qu'on allait faire que des études... Non, mais oui. Il y a du champ du politique où, quelque part, la dimension politique, elle reste... Enfin, on n'est pas forcément maître de cette dimension politique. On peut agir en tant que citoyen, on peut agir en tant qu'entreprise, bien évidemment, mais à un moment donné, il y a un marché, il y a du politique. Et ça, c'est d'autres champs à investir. Et pourquoi pas? Enfin, ça peut être aussi des sujets qui peuvent intéresser des ingénieurs, pourquoi pas? Mais en tout cas, ça reste plus du champ du politique que de la politique d'entreprise uniquement. Enfin, nous, on répond aussi à des appels d'offres, à des marchés. Il y a une volonté de répondre. Après, on peut répondre en étant mieux disant écologiquement que d'autres, bien sûr, mais ça reste effectivement des projets politiques et un marché qui est réglementé, heureusement, mais qui certainement peut être orienté différemment selon les politiques en place. C'est une transition parfaite pour ma question suivante. Attends, moi je veux réagir aussi. Vas-y, rebondis. Non mais il y a ce côté, tu as presque donné la réponse à la question, c'est que en fait, moi quand je suis arrivé chez ICAD, ils m'ont pas fait des chèques en blanc pour faire de la RSE, du développement durable, et c'est magique, hein. C'est comme une entreprise économique. Donc il y a ce truc où il faut vraiment se dire, quand on bosse dans cette entreprise, bah, la règle du jeu, c'est de montrer qu'on va gagner plus d'argent en faisant ça, finalement, parce que en fait, faut combattre la guerre par la guerre entre mes quoi. C'est-à-dire que je suis un peu cash. Désolé pour le jeu de mots, mais vraiment c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, comment je procède dans mon entreprise, je leur démontre par A plus B que s'ils font pas, à moyen terme, ils vont se casser la gueule. Voilà. Et donc quand on dit, bon bah, vaut mieux investir 400 000 € plutôt que le patrimoine perde 4 milliards de valeur, ça vaut le coup de mettre les 400 000 € en fait, de faire des rénovations de résilience climatique, des choses comme ça. Bon, je le fais hyper vite, hein. Évidemment, on le fait un peu plus avec des études, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment... Oui, je parle très vite. Désolé, à distance, je parle très très vite. Il y a vraiment cette notion de... Il faut se mettre dans le mindset, dans l'état d'esprit vraiment des gens avec qui on travaille. L'énorme erreur que je vois depuis des années, quand on est militant, c'est qu'on essaie d'avoir raison avec son état d'esprit. Mais en fait, il ne faut pas convaincre les gens qui ont le même état d'esprit. Il faut se mettre dans la problématique d'une personne, d'un médecin qui a un 4x4 à la campagne, d'un patron d'entreprise, etc. Et travailler avec ces personnes-là sur les équations. Voilà. Ça, c'est un truc. Effectivement, sur le politique, après, c'est vrai qu'on n'a pas tout le levier, mais globalement, si je dois résumer, en RSE développement durable, ça marche bien quand vous avez la démarche personnelle qui marche avec une démarche politique et avec le monde de l'entreprise. Quand il y a les trois qui marchent ensemble, on y arrive. Voilà. Ça continue de bien faire la transition vers ma question suivante. Je vais rebondir sur une tribune qui a été publiée dans l'Obs le 18 janvier, un débat entre Jean-Baptiste Frézeau, chercheur au CNRS, historien, et Jean-Marc Jancovici, ingénieur cofondateur de Carbone 4 et membre du Haut Conseil pour le climat. C'était un débat intitulé « Le climat est la vraie urgence politique ». Deux passages sur le rôle des ingénieurs ont retenu mon attention, et j'aimerais avoir votre avis sur ces deux visions. Donc d'abord, je m'adresse aux délégués, et je cite Jean-Marc Jancovici. « Le rôle des ingénieurs n'est pas de définir un programme politique, mais d'aider les élus à mettre en application un projet de société qui puisse nous permettre de naviguer au mieux dans un monde perturbé et contraint. Pour cela, il nous faut des systémiciens,
des ingénieurs formés à cette nouvelle donne le sont-ils? Est-ce que ça vous parle, cette proposition de rôle de l'ingénieur? Comme tu veux. Alors, si je dois répondre à la dernière question, je suis pas sûre. Enfin, en soi, enfin, qui est vraiment formé? Enfin, il y a plein de choses à inventer. Je suis pas sûre enfin, qu'on puisse dire qu'on est formé, mais il faut qu'on le devienne et il faut qu'on apprenne aussi, enfin, au fur et à mesure. Je sais pas trop quoi ajouter. Il parle d'ingénieurs systémiciens, donc il faudrait former des ingénieurs à comprendre de manière systémique ce qui se passe. On en parlait tout à l'heure en disant qu'il fallait, qu'il faudrait, et moi je suis 100% d'accord avec ça, il faudrait faire un cours où on nous explique, ok, donc les énergies fossiles ça donne ça, ok, l'agriculture ça donne ça, ok, du coup le bâtiment d'impact c'est ça, ok, etc., etc. Savoir de quoi on parle, et du coup pour moi, ça contredit un peu le début de la phrase, où il dit que c'est pas aux ingénieurs de faire de la politique. Ça, c'est de la politique, comprendre comment fonctionne le monde de manière systémique. Et d'ailleurs, on voit ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, on a des scientifiques, le GIEC, qui donnent des recommandations qui devraient faire changer systémiquement le monde, donc politiquement. Donc en réalité, la question climatique, elle n'est pas du tout que scientifique, elle est politique. Et le rôle des ingénieurs actuellement, c'est là, quand on dit avoir du sens, en réalité, c'est un rôle politique. Il n'y a pas de... Les deux sont totalement liés. On ne peut pas enlever la question climatique de la question... Enfin, il aurait fallu, mais actuellement, climat et politique, c'est lié. Donc, si, les ingénieurs, dire qu'il faut faire des ingénieurs systémiques, c'est faire des ingénieurs... des politiques, si je puis dire. C'est un peu trop fort, mais moi, je suis 100% convaincue qu'il faudrait former... alors, oui, peut-être une catégorie spéciale, ingénieur systémique, peut-être. Mais surtout, moi, à la base, revenir à toutes les écoles d'ingénieurs, avoir une formation pour qu'on nous explique les tenants et aboutissants de tout, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas les chiffres en tête, on n'a pas la puissance des enjeux, on n'a pas les deadlines. On ne sait pas 5, 10, 50, quand est-ce que ça va se passer. Enfin, moi, je 100% faire ingénieur systémique, ça me va très bien comme terme. Là, ça existe pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Je pense que la figure la plus médiatique sur ces aspects, c'est Arthur Keller, qui du coup est professeur à la centrale Supélec de systémique, qui est une science. Donc je vous mettrai en lien sa conférence qu'il fait dans plusieurs lieux et qui est sur YouTube et qui est très intéressante pour aborder ces sujets-là. Et du coup, je vais te passer la parole, Romain, en rajoutant un tout petit bout de citation qui dit que le défi du siècle, selon Jean ici, ce n'est pas de bien figurer dans le classement de Shanghai, mais de faire cohabiter 8 milliards d'individus avec des ressources limitées sans que cela se termine en pugilat. Que t'inspire ce challenge qu'on fixe au directeur de l'enseignement et de la recherche de l'ESTP? Alors, forcément, justement, j'ai fait un peu de politique en répondant à côté de la question, si ça te va. Avec plaisir. Et en répondant à une question antérieure, c'est à quel moment on a pris conscience qu'on voulait faire ça? Enfin, moi, par exemple, j'ai un métier, et c'est pas dans le truc dans lequel vous vous projetez forcément de base. On se dit pas, je vais devenir directeur d'enseignement quand on sort de l'école. Moi, ça m'a été révélé quand j'ai eu 30 ans, je les ai fêtés dans un avion pour aller à Dubaï construire une tour de 150 étages au milieu du désert. Pour une très belle boîte d'ingénierie qui d'ailleurs revendique son bilan environnemental et son engagement de manière très très forte. Je crois que son représentant dans une fédération. En tout cas, et c'est là où ça m'a fait prendre conscience de tout ce système complètement vrillé, complètement en décalage avec ce que je pensais. C'est-à-dire que je pouvais faire le max de ce que je voulais. En gros, si j'optimisais l'épaisseur de la moquette de 2 cm, il y avait 150 étages, on gagnait un étage en plus. 151 étages au lieu de 150. Et ça permettait de garer les voitures du gars qui allait acheter le penthouse du dernier étage parce qu'il voulait les avoir dans son penthouse de 3 étages au lieu de 2 étages. C'était ça mon boulot. Et de coordonner tous les corps d'état techniques, etc. C'était passionnant d'un point de vue scientifique et technique. C'était ultra complexe et ça n'avait strictement aucun sens. Donc après ça, je suis allé au CSTB où là j'ai travaillé sur la feuille de route décarbonation du bâtiment qui a été rendue. J'ai bossé sur la RE 2020 et je me suis scandalisé sur pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas de réglementation environnementale existante. C'est pas faute de les avoir dans les cartons, c'est par manque de poids politique. Pourquoi est-ce que le DPE déconne autant?
Très bien, parce qu'on a pris une décision politique d'interdire les passoires énergétiques, et donc il ne faut surtout pas changer la règle de calcul, sinon, oulala, ce serait dramatique. J'ai travaillé sur la construction bois, sur la réhabilitation après les effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille, et maintenant il y a une entreprise, étatique, qui va racheter des bâtiments dégradés pour les réhabiliter, les rénover. Et en fait, ça a influé ma trajectoire. Et après, je me suis posé la question, après ça, où est-ce que je vais? Ben, je me suis dit que j'allais former 700 personnes chaque année, 750, 1000 personnes, pour qu'ils soient meilleurs qu'avant. Et alors, ça tombe bien, je ne suis pas ESTP, donc c'est facile à dire, mais c'est parce que tu es à la centrale Supélec que tu as découvert l'environnement, c'est parce que tu t'es formé après l'ESTP que tu as découvert l'environnement. L'ESTP, là que je récupère actuellement, ça forme des excellents ingénieurs d'aujourd'hui, avec les règles du passé. Ça ne forme pas des bons ingénieurs de demain. Et mon challenge, c'est de former les ingénieurs de demain. Par contre, pour arriver à le faire, si je change toute la formation demain, et ben je les recrute en première année. Ils ont 3 ans pour maturer, puis au bout de 3 ans, ben, ils sortent sur le milieu du travail. Ça veut dire que là, mon action, même si elle est génialissime, on la voit dans 3 ans. Et avant qu'elle devienne génialissime, il faut se rendre compte de 1000 étudiants ce que c'est. 1000 étudiants ce que c'est, ça veut dire que du jour au lendemain, je veux créer un cours d'environnement, je recrute l'intégralité des ingénieurs environnement, d'Artelia, de ta boîte, je les prends tous en chargé de TD, intégralement. Et ils ont intérêt à être dispo, sinon je ne peux pas faire le cours. J'ai 17 TD en parallèle. C'est ça factuellement. Alors, il faut que je vire le premier cours de matériaux. Hein. Ça va, c'est du béton armé, tout le monde est content. Mais c'est un vrai challenge. C'est qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je garde, comment je gère la logistique de ça avec la plus grosse école d'ingénieurs dans le domaine de la construction. Avec des process qui sont archaïquissimes. Il faut se dire qu'il y a 15 ans, c'était toujours une boîte monopropriétaire. Une école monopropriétaire. Des trucs qui n'existent pas depuis la fin du XXe siècle. Hein. Enfin, même le début du XXe siècle. Et en fait, on a des process qui sont à changer, et ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Là, on est en train de changer tout le piping de la cale, de la soute, et après, on pourra enfin changer tout ça. Et ça veut dire que dès maintenant, je sais que j'ai 1 an et demi de retard. Ce sera en septembre 2025 que j'aurai vraiment la première année qui changera la donne. Après, la question, c'est spécialiste, systémicien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, je vais choisir 7-10 compétences qui sont cruciales. Et là-dessus, après, il y a des profils qui vont être plutôt experts ou des profils qui vont être plutôt en systémique. Et ma question, ça va être, c'est quoi le niveau minimum sur chacune de ces 7 compétences? Ça va être 10, peu importe. En fait, il faut qu'on en fixe et que dedans, il y ait bien entendu les aspects environnement, qu'il y ait les aspects architecturaux, les aspects d'usage, de confort, les aspects RSE, enfin plutôt sous le sens éthique, responsabilité sociétale, égalité femmes-hommes, tous ces sujets-là, et puis bien entendu la structure, bien entendu les matériaux. Et si on fait ça ensemble, on se fixe un niveau minimum, moi, d'un point de vue organisationnel, je les mets en tronc commun, ces cours-là. Et après, je dois avoir un séquençage sur comment est-ce qu'on passe d'un tronc commun vers une expertise dans des domaines. Et après, je crée des parcours comme ça. Première année, j'ai tous les troncs communs. Deuxième année, je vais avoir des parcours un peu plus avancés. Et troisième année, vraiment des experts dans le domaine. Je vais avoir des experts du systémique qui vont être globalement moyens en tout. C'est une manière de voir les choses. Ou bien alors des experts ultimes de la rainette dorée, de la biodiversité. Et ça, c'est vachement important. Et le dernier point, ça c'était un truc que j'avais testé, enfin non, 2 points encore. Ouais, je triche un peu. Premier point, c'est il y a eu un choix qui était très important, c'est de créer donc une direction de l'enseignement et de la recherche. La recherche à l'ESTP, vous sortez de l'école, je pense que vous avez vaguement eu un contact avec la recherche, qui consistait à faire une bibliographie ou peut-être un projet. Voilà. Là, c'est sûr, il faut la sortir du placard, cette recherche, et l'amener à faire vraiment des recherches qui soient impactantes. On va oublier de faire de la recherche fondamentale, c'est pas ça le sujet. Souvent, les solutions, elles existent déjà, c'est plutôt de les rendre opérationnelles, de les rendre opérantes, et de les intégrer dans les enseignements. Pour qu'on soit formé à demain, en fait, il faut que ce qui est à la pointe de la recherche, ça vous paraisse tout à fait normal. Et ça, c'est une des stratégies, un de mes objectifs. Et le dernier point, c'est un truc que j'ai testé quand je bossais à l'école des ponts. On avait fait des projets étudiants qu'on faisait de A à Z, et donc les étudiants ne se rendaient pas compte qu'en fait, il y avait la frontière intellectuelle entre concepteurs, producteurs de produits, entreprises, exploitants, c'est juste dans la tête. Enfin,
c'est un truc qu'on a formalisé dans les lois, dans tout ça, mais en fait, ça n'existe pas en vrai. Et donc, j'avais amené mes étudiants à être là-dessus. On avait fait des projets pour le Festival de musique Solidaise, qui étaient des grands espaces avec des structures innovantes. Mais là, le sujet, c'était comment est-ce qu'on innovait et qu'on mettait une innovation pour recueillir du public. Et pareil, quand j'étais au CSTP, on avait fait du travail avec la Ligue de protection des oiseaux, où la question initiale, c'était pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre des nichoirs dans des bâtiments anciens qu'on isole thermiquement par l'extérieur. En fait, quand on les isole, on enlève toutes les infractuosités qu'il y a dans le bâti existant, et donc il n'y a plus de nichoirs naturels sur les oiseaux. Et bah, ça avait amené à se poser des questions d'intégrer les nichoirs directement dans l'isolant. Pareil, pourquoi l'isolant est moche de base? Bah, parce qu'on ne s'est jamais dit que ça pouvait être beau un isolant, et que donc ça pouvait être architecturé et sympathique. Et intégrer en plus des nichoirs avec des modèles naturels à l'intérieur. Et on refait là toute une architecture qu'on voit là, juste en venant ici. Sincèrement, si on regarde l'optimisation des structures, une façade qui est avec de la pierre de taille, c'est très très mauvais en termes d'optimisation de structure, ça ne sert à rien. Mais pourtant, c'est beau. Et est-ce qu'on est prêt à mettre du beau pour avoir plus de matière, pour avoir une structure qui est tout aussi résistante? Moi, je ne sais pas arbitrer ça. Et donc, dès qu'on va aller sur du systémique, ça va être les questions qu'on va être amené à traiter, c'est où je mets le curseur. L'environnement est assez évident, la biodiversité est assez évident. Et si le bâtiment est moche, inexploité, et que dans 10 ans, il ne tient plus, je ne sais pas du tout où je mets le curseur. Et donc, c'est là où, dès qu'on va aller vers du systémique, il y a cette question qui est en lien avec le politique, en lien avec le financier, en lien avec est-ce qu'on a les bonnes ressources. En tout cas, ça a été mon choix de venir ici pour changer la donne et de partir d'une école qui part un peu en retard quand même sur ce sujet-là. Mais on forme le gros de la troupe. C'est ça qui est important. Eh bien, c'est très fort de répondre à 9 de mes 10 questions. Donc, j'arrive à ma section réservée au directeur d'enseignement. Il me reste la question, quid du coup Master SP ou de la formation continue? Parce que là, si on s'adresse à toi aujourd'hui en tant que directeur d'une promotion qui chaque année forme entre 750 et 1000 personnes, on va parler des différents campus qui ont chacun une spécialité. Je ne veux pas dire de faux chiffres, mais on est combien d'ingénieurs en activité globalement sur la cible? Autour de 40 000? Entre 30 et 45 000. 33 000, on va dire 33 000. Donc il y a 33 000 personnes qui se font spammer régulièrement par mail, qui peuvent avoir accès au site internet, qui peuvent être contactées par le groupe de promo, délégués de promo. Est-ce qu'il y a un volet justement pour toutes ces personnes déjà en place pour aller les toucher? Et là, directement, j'ouvre, parce que c'est la question qui va ensuite initier les questions-échanges. Je vais prendre vos questions pour ceux qui sont en ligne. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place entre alumni, entreprises, écoles pour justement renforcer tout ça et diffuser tout ce qui peut l'être pour que les personnes profitent aussi de ces avancées-là et de ces changements de perspective? Sincèrement, c'est une question qui est assez fondamentale. Là, tout le monde y va de sa petite capsule vidéo pour parler environnement truc-muche, projet bidule. Et sincèrement, je suis convaincu que c'est pas ça qui forme. C'est vraiment pas ça qui forme. À l'inverse, on a de la formation continue qui va être un truc où pendant 1 an, je vais décider de faire un break professionnel et puis je vais me former pendant 1 an à ça. Mais les profs, ils sont potentiellement très bien, mais eux-mêmes, ils ont besoin de se libérer un temps suffisant pour accompagner ça. Et donc, ça reste un choix et pour l'enseignant de bifurquer par rapport à sa voie professionnelle et de se dire je vais faire de la formation continue moi étant praticien. Et pour les stagiaires, c'est ça l'appellation, qui vont faire un break professionnel pour se requalifier là-dedans. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne manière de procéder, la bonne manière de fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, je connais plutôt mieux le bâtiment que les travaux publics. Mais dans le bâtiment, chaque bâtiment est un peu exceptionnel et en même temps, il y a plein de choses qui se ressemblent. Un des points assez fondamentaux, c'est si on se dit qu'on vise la sobriété, il y a la question de la rénovation. La rénovation sur des bâtiments qui sont post-Seconde Guerre mondiale, on a les matériaux pour les rénover, on a les formes pour les rénover. C'est pas là qu'est le gros sujet, c'est là où il y a le maximum de volume de bâtiments, mais on a des produits qui seront adaptés aux matériaux et donc on saura faire globalement. C'est sûr, avant ça, voilà, c'est très simple. Vous voyez le bâtiment Joliot-Curie, le STP, c'est du moellon, c'est de la pierre meulière.
Bah, c'est très simple, essayez d'appliquer l'Eurocode sur ce bâtiment-là, vous allez bien vous marrer. Hein. C'est-à-dire que vous prenez la caractéristique de la pierre meulière, vous pouvez l'écraser sous presse, vous avez ça. Vous prenez la caractéristique du joint, vous pouvez l'écraser, vous avez la caractéristique. Et vous n'avez même pas la géométrie du moellon, c'est que des tailles dans tous les sens. Donc vous ne pouvez pas calculer ce bâtiment. En fait, il y a tout un pan qui n'existe pas en rénovation. En rénovation sur ces bâtiments avant la Seconde Guerre mondiale, c'est simple, toutes les règles, tous les bureaux de contrôle, tout ça sont basés sur des règles qui sont calculées. Il faut calculer le bâtiment. Et ces bâtiments sont incalculables puisque même la géométrie, on ne l'a pas. Les matériaux sont des matériaux qui visent une étanchéité parfaite, une isolation parfaite. C'est dommage, ils sont tous perspirants, ces bâtiments-là. Et donc, on ne sait pas les utiliser. On peut faire du béton de champ derrière. Bon, le béton, ça ne va pas très bien les champs, mais peu importe. C'est méga lourd. Ces bâtiments, on ne sait pas les calculer. Donc, on va se poser la question, est-ce qu'on peut les réhabiliter, les conforter? Et en fait, on a ce sujet-là sur la rénovation sur lequel il faut un espèce de grand forum dans lequel on est en capacité de récupérer tout ça et de le transposer sur des règles opposables en termes de risque, en termes de prise de risque pour arriver à le faire. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Et ce qui fait qu'on est vraiment dans un truc où on vient mettre un isolant qui n'est pas prévu pour sur un bâtiment qu'on n'a pas bien pu calculer et on fait comme si on n'avait rien vu. Et oui, en effet, dans 10 ans, 20 ans, on voit plein de moisissures sur ce bâtiment, on voit des trucs qui ne fonctionnent pas bien, et on ne sait pas résoudre ça. Et j'ajoute un point, c'est que là, on parle d'ingénierie. En fait, la rénovation, c'est des artisans de magie, majoritairement qui le font. On n'est pas du tout sur le même diplôme, ce qui n'est pas grave, hein, mais c'est juste, c'est deux professions qui ne se croisent pas du tout. Et ensuite, on est dans le domaine totalement diffus de la construction. Et donc, ce domaine diffus, en fait, il ne parle pas d'une seule voix. Là, on est vraiment dans un truc qui est totalement diffus. C'est très difficile d'avoir l'information et c'est extrêmement complexe. Et pour parler d'une seule voix, là, c'est d'autant plus compliqué. J'ajoute un dernier point, c'est on est toutes et toutes usagers du bâtiment. Et on connaît mieux sa bagnole que le bâtiment. Et ça, c'est un véritable problème. On passe beaucoup plus de temps chez soi. Quand vous louez un logement, quand vous l'achetez, il n'y a jamais personne qui vous fait faire une visite technique, qui vous explique exactement comment bien l'utiliser. Non, c'est démerdez-vous, on suppose que c'est bien fait. On ne sait même pas où passent les tuyaux. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment un point qui est assez dramatique. Pour la voiture, on a un permis de conduire qui nous permet justement d'avoir une partie théorie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et vous avez plusieurs spots publicitaires sur comment... ne pas écraser les gens, en gros, qui traversent la nuit, quoi. Mais là, en l'occurrence, dans le bâtiment, c'est extrêmement récent. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on a des communications sur la sobriété? Enfin, moi, j'attends un C'est pas sorcier sur le domaine, il n'y a absolument rien. Et pourtant, c'est le seul truc qu'on partage toutes et tous, tout le temps, quoi. C'est le fait d'utiliser les bâtiments, d'utiliser la mobilité. Et pourtant, on est à un niveau de formation 0 dans le domaine. Et ça, c'est un vrai sujet. Indépendamment de la formation continue. Ben, c'est une réponse extrêmement complète. Ça ne te dirait pas de faire une conférence, un de ces quatre? Parce que si ça, c'est ce qui se passe quand tu improvises, moi, je suis preneur. Je vous propose toutes et tous de rebondir si vous avez des questions qui vous sont venues. Arnaud, j'ai bien noté ta proposition de témoignage. Je regarde juste parce qu'il y a des personnes qui avaient commencé à lever la main. Du coup... Moi, j'ai pas une question, j'ai plus une remarque. C'est que je suis d'accord que le SPP, on a peut-être du retard sur cette thématique. Mais je tiens à préciser aussi qu'elle a créé une formation qui s'appelle GECD en 2012 et qui traite typiquement tous ces sujets-là. Donc moi je suis diplômée de GECD en 2017, donc j'ai été la 3e promotion. Le problème dans l'école, c'est qu'on était vus comme des parias, des mises à côté, etc. Donc je ne pense pas que l'ESTP n'ait pas l'envie ou pas du tout. Et en plus, cette envie-là de créer cette formation-là, elle a été initiée par les entreprises. Donc depuis avant 2010, les entreprises sentaient qu'il y avait un besoin d'ingénieurs qualifiés dans ces thématiques-là. Et c'est pour ça qu'ils l'ont créé en alternance, qui, moi, je trouve, est incroyable, parce que du coup, j'ai pu pratiquer la théorie en pratique au sein d'entreprises. Le problème, c'est de recentrer cette formation et d'arrêter de l'élitisme de, voilà, comme tu as fait une prépa et que tu es en TP, tu es meilleur que les autres et les autres ne valent rien. Et donc, je trouve que c'est une très bonne initiative de faire le diplôme commun. Comme ça, on va arrêter de perdre de l'énergie et du temps sur les sujets qui ne servent à rien et de se recentrer sur les vrais sujets. Donc, je tenais juste à dire que ça existe déjà, le STP. Il y a certainement encore plein de choses à faire, mais ça existe. C'est pas vrai, on est peut-être en retard, mais on était parmi les premières écoles à se poser les questions.
on l'a peut-être pas assez massifié. Voilà. Non, mais je réagis par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi, sur mon parcours personnel, j'ai choisi le STP parce que en sortie de prépa, avec mon classement, je me suis dit, bon, j'étais déjà à fond sur ces sujets-là. Je savais pas que j'allais pouvoir faire mon métier à l'époque, parce que c'était 2003, 2004. Et en fait, j'ai regardé par mon classement, j'ai dit, ok, où est-ce qu'il y a des cours d'environnement? Et le STP, il y en avait un. Donc il y avait Centrale Marseille, je ne l'ai pas eu à quelques places, et le STP. Et je suis allé au STP parce qu'il y avait un cours d'environnement. Bon, je confirme, évidemment, en 2004, j'étais au premier rang de cours d'environnement, pareil, j'ai vécu la même chose, etc. Mais en fait, il y avait déjà effectivement cette volonté un petit peu d'avoir un peu de précurseur là-dessus. Oui, mais si après on a des délégués qui l'année dernière nous disent on mais n'est c'est pas pas assez suffisant, formé bien c'est sûr. pas systémique, et dis pas pour que avoir c'est fait suffisant, l'expérience, mais- dans ma promo, quand j'en parlais, il y avait des personnes qui sortaient de l'STP qui n'avaient pas connaissance des GECD. Oui, bah, Donc ça, complètement, ouais. c'était le vrai Oui, problème. mais ça. moi j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, mais c'est pas des ingénieurs ceux-là, ils n'ont pas fait de prépa. Donc, ça Donc, m'a on a un peu beaucoup de réveillée. sujets à traiter. Après, ça, c'est pas un discours STP, c'est un Mais discours c'est- général. Voilà. C'est tout, parce que c'est des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'est devenu l'école et ce qu'elle va devenir. Ouais. Est-ce que j'avais une question? C'était quelqu'un qui venait au conseil S'il vous plaît. d'administration de l'école. On reste à se Et moi, répartir la parole. j'enseigne et j'enseigne à l'ESTP, sans vouloir, je dénigre personne, mais techniquement, quand je donne cours à des élèves qui sortent de prépa et à des GECD, c'est pas la même chose. Merci pour ce témoignage. De rien. Tu avais une... C'était une proposition, enfin une piste en tout cas par rapport à la question de la formation continue. Moi, je ne suis pas du tout ingénieure. J'ai été invitée voilà, parce que mon intérêt est sur l'intégration des enjeux de la transition dans l'enseignement supérieur. Et j'ai piloté une initiative dans une école de commerce où en fait on a invité des alumni à participer à des nouveaux cours qu'on venait de créer. Donc le deal, c'était qu'en fait, ils devaient suivre le cours en entier, ils devaient rendre les travaux, etc. Et à la fin, on leur donnait un petit certificat pour dire, ben voilà, ils ont suivi un cours de 25 heures, par exemple sur la finance durable, et c'était des alumni et c'était gratuit pour eux. Mais par contre, en fait, ils apprenaient, en même temps, ça montrait aux étudiants que le sujet était d'importance dans les entreprises. Et pour les professeurs aussi, enfin, moi je faisais partie des profs du coup, qui enseignaient dans ces cours-là, c'était intéressant d'avoir des interactions avec eux sur voilà, ce qui se passe vraiment sur le terrain, etc. Et du coup, en ajoutant 3-4 personnes dans un cours, en général, il n'y a pas vraiment de surcoût pour l'école, et on va chercher des gens qui ne seraient pas allés justement payer une formation ou s'arrêter pendant 1 an parce que c'est pas leur domaine. Ils ne veulent pas devenir des experts, mais ils savent bien qu'en fait autour d'eux, ils ont de plus en plus de clients ou de prestataires qui leur posent des questions, donc ils ont un intérêt, mais ils ne vont pas tout arrêter pour faire ça. Du coup, c'est une solution qui a plutôt bien marché et qu'on essaie de... Et j'ai découvert qu'il y avait une école, dont je n'ai pas retenu le nom malheureusement, mais qui propose ça aussi maintenant un peu en mode update de vos connaissances et de vos compétences. Voilà. Ouais, il y a aussi un truc qui se faisait un petit peu, c'est des cours du samedi. Là, pour le coup, sur qui s'adressent, j'ai connu ça au fond, mais c'était assez anecdotique. C'était vraiment pour les personnes qui habitent dans le quartier ou bien alors qui veulent venir, on a des cours, des masterclass le samedi sur différents sujets. Et là, dans les trucs que je teste aussi, c'est sur les journées parents d'élèves ou journées portes ouvertes. Au lieu de leur présenter les formations que d'autres personnes sont bien... je profite de mes 30 minutes de parole pour faire un bilan sur les grandes transitions et sur les grands éléments en disant si vous avez compris ça, formez vos enfants à ça. Et en tout cas, ça c'est un choix que j'ai mis en place depuis que je suis arrivé. C'est le 21 août, donc c'est vraiment assez récent. Mais plutôt que de ressortir la présentation institutionnelle ils ont une plaquette, ils la regardent. La plaquette. C'est les enjeux surtout. Je voulais rebondir sur cette réagir question. sur cette, Après, il y aura ta question. Sur cette remarque. Et après, ce sera toi. Je pense qu'on peut s'inspirer du monde médical. Je pense, mon cercle proche, j'ai pas mal de kinés et de médecins. Et eux, ils ont une vraie dynamique de fond, de formation perpétuelle, sinon ils deviennent carrément obsolètes. Et je pense que c'est un enjeu pour nous, dans nos entreprises et dans nos métiers, de continuer à se former sur la manière de construire de demain, ou même d'aujourd'hui, parce qu'en fait, je construis déjà comme il y a 6 ans quand j'ai commencé. Et là-dessus, il faut garder l'agilité, et ça permettra un atout social qui ne sera pas le décrochage des seniors, qui pour moi, ça fait partie de la question écologique, l'aspect social. Et aujourd'hui, on a une réflexion sur les seniors qui décrochent un peu, qui ont du mal à se positionner dans ce monde qui change.
Et bah, si on maintient une formation continue comme ça, peut-être avec les cours du samedi, voire du dimanche, hein, on peut travailler le dimanche aussi, ça permet de rester à flot, de trouver sa place tout au long de la carrière. Juste 2 secondes. Avec eCampus, est-ce qu'on ne peut pas mettre à disposition de tous les alumni le contenu? Il y a peut-être des problématiques de confidentialité, etc. Mais mettre à disposition ce contenu à tous les alumni, rien que... Oui, un e-learning, puisqu'elles sont là pour les étudiants. C'est animé par des professeurs pour que l'étudiant l'assimile et le comprend. Mais je pense que pour les professionnels, juste aller piocher les cours qui pourraient l'intéresser, etc., je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas. On ne pourra pas forcément débattre de la faisabilité, parce que je préfère éviter qu'on rentre sur les sujets techniques, mais qui seront l'objet autour d'un... Et puis on a aussi un groupe de transition qui porte la bonne parole auprès des alumni. N'hésitez pas à venir nous en parler, on sera c'est le plusieurs. deuxième groupement le plus actif qui est né grâce à Claire, n'est-ce pas? Il y a 18 mois. Et donc, validé par les 3 patrons de la communauté, M. Lebouc, M. Génie et M. Villard. Donc, c'est pas n'importe quoi ce groupe transition. Oui, bon, c'est pas grave. Je veux dire par là que ce groupe transition, on en attend beaucoup au niveau de la communauté et c'est important qu'il fasse des choses. N'hésitez pas à venir y contribuer d'ailleurs. Donc, on va passer la parole à quelqu'un qui est actif au sein de STP Transition. Est-ce que tu veux bien? Oui, je me suis un peu calmé ces 6 derniers mois, mais je suis très content d'être là ce soir avec vous tous. Dans ce que vous avez dit tous, et surtout vous à la fin, on sent quand même que poindre l'idée d'un rôle social de l'ingénieur, comment est-ce qu'il s'intègre à la société? Quand on y réfléchit, l'ingénieur, il y a le STP qui en a 30 000, il y en a peut-être 1,5 million en France d'ingénieurs, quelque chose comme ça. 1 225 000. 1 225 000. Donc on est quand même les relais de la connaissance scientifique. On a tous le même tronc commun qui est délivré par la commission d'éthique, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas être pionnier pour une fois de cette idée de rôle social? Comment est-ce qu'on communique au sujet de la science, déjà en général, puis au sujet des enjeux climatiques? Et comme vous parliez du bâtiment, où on est tous à la fois ingénieurs construction, enfin bâtiment, et vivant dans un bâtiment avec des voisins. Vous savez comment ça se passe, hein, quand on a un problème de pompe à chaleur, de tuyau, on va voir le voisin. On ne pourrait pas devenir l'ingénieur de... Enfin, je ne sais pas un petit peu, mais l'ingénieur de quartier, quoi. Être capable d'être une petite boîte à outils pour le petit cercle autour de nous. Et puis, de fil en aiguille, ça se ferait, ça permettrait éventuellement d'avoir, je ne sais pas, un impact qui fait boule de neige. Pardon, boule de neige avec le temps. Donc la question... En 2 mots, dans quelle mesure pensez-vous, à la fois chez les expérimentés, chez les nouveaux qui voient le futur et chez les directeurs de l'enseignement, qu'on puisse intégrer cette dimension sociale, non pas en tant que justice sociale, mais en tant que rôle social de l'ingénieur? Ce qui est sûr, c'est un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant, c'est de regarder l'histoire de l'école. L'histoire de l'école, hein, son fondateur, il est né de père inconnu, élevé seulement par sa mère. Et il a créé une école, d'abord dans sa chambre d'étudiant en donnant les cours du soir, et ensuite il a créé le STP. C'est ça dont vous héritez. Il est parti de rien du tout. Au moment où il y a eu la rénovation, enfin l'intégration de la vapeur, hein, avant c'était que à cheval, il y a des images de la construction de la maison de famille, il y a des chevaux qui se baladent partout. La première chaudière à vapeur a été utilisée pour faire un système de câbles, un peu comme un téléphérique, pour industrialiser les chantiers. Pour la première fois. Et ça, c'est ce que l'ESTP a fait. Elle a changé la donne là-dedans. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont négocié pour récupérer un certain nombre de bulldozers et d'engins de chantier américains qui coûtaient trop cher à ramener de l'autre côté. Ils s'en sont servis pour enseigner ça et pour l'utiliser sur les chantiers. Alors ok, c'est que des combustibles fossiles, mais ça a changé la donne. Est-ce qu'on peut le faire? Bien entendu, on peut le faire et notre histoire le démontre. Il n'y a plus qu'à le faire. Et en fait, là, on a tous les éléments de l'équation en main. Il faut arriver à le faire. Par contre, avant, c'était facile. Quand on donne un cours du soir à un étudiant, on peut changer son cours du jour au lendemain. Il n'y a aucun problème. Quand on le fait avec 1000 personnes, ce n'est pas tout à fait la même chose à le changer. Mais on peut tout à fait arriver à le faire. Et ce qui est sûr, c'est que oui, ce discours clair-là, il faut l'entendre. Il faut le dire, le redire, le dire 1000 fois pour que, au final, ça sonne un petit peu dans la tête de nos étudiants quand ils sortent et qu'ils sont diplômés. Après,
on vous passe la main au niveau des jeunes alumni, on vous passe la main dans les entreprises. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, enfin, la pédagogie, c'est la répétition. Plus on le répète, plus on lit, meilleur c'est. Est-ce que, Arnaud, tu veux prendre la parole, s'il te plaît? Moi, j'aurais bien voulu réagir à ce qui a été proposé. Tu veux réagir? Ouais. Vas-y. Je pense que c'était un peu collectif hein, comme question en plus. Oui, si ouais. Alors, déjà, je trouve l'idée super. De remettre l'humain, là, c'est vraiment très bien. Moi, plus le temps passe, et moi, je fais de technique, et c'est pas juste parce que je vieillis ou que je prends du grade ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, on est dans un monde d'être humain nouvelle, et en fait, on fait de la sociologie. En fait, la conduite du changement, elle ne se passe pas par la technique. Il y a plein de publications qui expliquent ça. Allez voir les publications du docteur Hugo Botman, la salpêtrière. En fait, ce qui fait une prise de décision dans le cerveau humain, c'est 10% des chiffres pour se rassurer. Et après, c'est l'émotionnel. C'est ce que tu parlais de beauté, c'est exactement ça. Il faut que les sujets restent de fondeur soient désirables, pour que ça ne soit pas anxiogène. Et l'autre partie, c'est ce que je l'ai expérimenté. Donc je vais rebondir pour dire il faut expérimenter, donc il faut emmener des gens, nous les locataires qu'on a on a plein d'entreprises qui sont locataires dans nos bâtiments, je les emmène voir le tri des déchets, je les emmène voir les chantiers qui marchent, le réemploi, etc. Parce que le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Donc pour moi, c'est essentiel, et je rêve presque que les ingénieurs soient formés tous un peu de sociologie et de sciences humaines. En fait, on a besoin de ça. On a besoin de sortir de la technique, et ça va avec une deuxième partie de ma réponse, c'est que on a trop sacralisé la technique d'ingénieur. Alors, elle est indispensable, on a fait des très belles choses, etc. Mais moi, ça m'avait sidéré quand j'étais à l'ESTP, de quel point on met l'ingénieur en domination de ces sujets. Je construis, etc. On a construit une centrale nucléaire dans un pays où il y avait plein d'énergie chaude sous le sol et de vagues à Fukushima, parce qu'on n'avait pas cette humilité par rapport à la nature et comprendre notre environnement. On pensait qu'on domine la nature, qu'on domine le sujet. Cette manière pédagogique, il faut absolument arrêter dans le prochain siècle, enfin dans le siècle qu'on est actuellement, pardon. Mais dans le siècle qu'on est actuellement, j'ai reçu des ingénieurs qui m'expliquaient qu'ils allaient prendre des tubes en aluminium pour capturer du carbone dans le ciel. Je leur dis en fait c'est des arbres quoi. Arrêtez avec votre délire techno, et on a besoin de moins d'entropie. En fait, vous l'avez très bien dit dans votre discours, il y a trop d'entropie, et c'est pas la surtechno qui va sauver le monde. Hein. Ça, faut un peu d'humilité par rapport à ça. Il y a plein d'innovations d'ingénierie à faire autres que la techno. Mais voilà, moi si je mets un peu mes billes sur ce que devrait être notre ingénieur aujourd'hui par rapport à ces sujets-là. Voilà. Merci. Arnaud. Bonsoir, c'est passionnant d'entendre chacun. Je vais essayer de faire très court, vous avez le droit de me couper parce que je peux être bavard. En 92, quand je suis sorti, je pense que, je sais que je ne savais pas faire la différence entre puissance et énergie, ce qui est un petit peu gênant quand on a un diplôme d'ingénieur. Non pas que je ne connaissais pas la formule qui reliait les deux, mais j'étais incapable de l'expliquer à ma grand-mère. Je fais, pour faire court, 4 ans de chantier, 10 ans de maintenance de patrimoine, une grosse transition sur laquelle je reviendrai avec une grosse graine sur l'approche environnementale et une formation en alternance, un peu plus de 10 ans en collectivité. Et depuis plus d'1 an, je suis en transition totale, reconversion. Dans ces différentes étapes, je reconnais plein de choses que vous avez dit. La dernière, là, sur la sociologie et les approches où la technologie ne prend pas le pas. J'ai eu la chance d'entendre la seule membre du Haut Conseil pour le climat qui n'est pas dans les sciences dures, qui est dans les sciences humaines, qui s'appelle, je révise parce que j'oublie à chaque fois son nom, Sophie Dubuisson-Kellier, donc sociologue du Haut Conseil pour le climat, et qui se sent un petit peu toute seule, et qui le dit, mais qui, quand on l'entend, a un discours extrêmement puissant sur comment on fait avec la patte humaine pour avancer. Je lui ai même posé la question par rapport à la systémique. Elle a du mal avec c'est un concept qui reste très techno. Donc il faut dialoguer ensemble. Et par contre, une des forces et un des fils rouges que moi je ressens encore aujourd'hui, 30 ans après mon diplôme, ou peut-être plutôt surtout encore par rapport au début de carrière, où on apprend beaucoup de choses et on se prend plein de choses dans la figure, c'est la capacité du monde du bâtiment à faire travailler des gens extrêmement différents ensemble.
On n'imagine pas à quel point, alors là, dans la salle, je pense que tout le monde sera convaincu, mais de l'extérieur, c'est beaucoup plus dur, à quel point un plombier et un électricien, c'est pas la même culture. Je parle même pas du VRD ou du couvreur, et encore moins du peintre, etc. Et donc, dans l'ADN du bâtiment, les TP probablement aussi, mais un petit peu moins, on est amené très très vite à faire travailler ensemble des gens différents. C'est une énorme force qui, pour moi, est un fil rouge. Donc, après, la question de la formation, moi, je continue de me former, mais absolument tous les jours, avec un outil que je trouve extraordinaire, dans lequel je me perds parfois, qui est LinkedIn, parce qu'il y a un vrai volet professionnel qui peut emmener très loin, parce que les gens sourcent leur dire de plus en plus, et ils y font attention, et ça fait de l'auto-formation. Cela dit, j'ai eu besoin à un moment d'aller passer 15 mois en alternance dans une petite école, mais surtout dans une activité professionnelle qui était au sein d'un cluster, c'est-à-dire la concrétisation sur de vrais projets de recherche. Et donc, ça m'a ouvert et j'ai revu toute la façon de faire, la façon dont je travaillais grâce à ça. Voilà, c'est des éléments un petit peu dans le désordre. Sur la bifurcation, qui était quand même le point de départ d'aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir vraiment d'entendre les jeunes. Je suis sûr que je suis loin d'être le seul qui ne sort pas de l'école et qui continue de bifurquer. Il y en a absolument à tous les âges, y compris ceux qui prennent leur retraite et qui s'engagent sur autre chose, etc. Il n'y a aucune limite, aucune barrière dans ces questions-là. Ma bifurcation, elle est progressive. Chaque jour un peu plus. Ma prochaine étape sera peut-être encore plus engagée dans une association militante, j'en sais rien aujourd'hui, mais voilà, j'ai surtout pas envie de limiter cette bifurcation à une tranche d'âge ou à un profil en particulier. Voilà, et j'ai l'impression que je vais dire que je vais pouvoir, que j'ai envie de m'engager pour faire bouger l'école, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens autour dans cette salle et autour de l'écran qui pourraient en dire autant pour aller plus loin et pour accélérer cette transformation, même si la présentation du paquebot un peu difficile à faire bouger, je l'ai entendue et elle est légitime. Voilà, je m'arrête là, mais... Merci beaucoup Arnaud d'avoir très bien résumé ça. Je pense que tu as parlé pour la plupart d'entre nous qui veulent contribuer à leur manière à ces échanges-là. Je vous propose de... juste, si vous avez encore une question... On parlait du rôle de l'ingénieur. Pour moi, il y a aussi une question de foi en la raison. C'est-à-dire que quand même, dans le rôle de l'ingénieur, c'est que c'est des choses qui sont fondées. Et ça n'empêche pas tout ce que vous dites en disant qu'il faut être humble, qu'il faut écouter les autres et qu'il y a d'autres manières de prospecter, que le cerveau humain, il y a l'humain évidemment derrière, mais la foi en la raison elle est importante parce que ça permet de mieux savoir là où on est et ce qu'il faut faire. Et malheureusement autour de nous, quand on essaie de discuter, il y a de plus en plus de gens qui doutent dans la raison finalement. Et là, il y a peut-être aussi un rôle de l'ingénieur à faire pour porter ça. Ça veut pas... On peut se tromper aussi, hein, c'est pas parce qu'on raisonne qu'on a toujours raison, mais en tout cas, il y a quand même une notion de foi, de revenir sur la science, sur les choses, pour moins se tromper, quoi. Et puis convaincre les gens et éviter le doute et le refus de faire quelque chose. Je dis très vite, mais les 10% dont je parlais sont nécessaires. C'est que ces 10% basés sur des chiffres réels et la raison ne sont pas là, les 90% ne marchent pas, ou sont erronés. Oui, on est très vite. C'est complémentaire, tout à fait. Ça marche. Oui. Je voulais... moi, je voulais avoir un point de vue plutôt RH et voir comment les profils que vous recrutez ont évolué sur ces dernières années par rapport à ça. Oui, alors, je réfléchissais en même temps sur la question que tu poses en écoutant tout le monde. Déjà, on parle beaucoup des jeunes vs les plus anciens. Il y a quand même des attentes qui sont aussi chez les anciens sur ces sujets. Puis il y a des jeunes qui sont moins sur des attentes aussi. Enfin, faut aussi se dire qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont intéressés par ce sujet et tous les jeunes ne sont pas forcément aussi. En revanche, effectivement, quand même, on ressent plus d'attentes sur ces sujets. On a beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'exigences aussi sur ce qu'on peut proposer. Il y a une époque, on parlait tout à l'heure des beaux bâtiments, etc. Le beau vs la sobriété.
Il y a une époque, on avait du mal à recruter sur des... parce que finalement, les métiers les plus nobles, c'est ceux où il y a de la technique, c'est les tours à Dubaï, c'est les chantiers moins écologiques. Hein. Et aujourd'hui, on ressent quand même que chez les jeunes, ils reviennent aussi sur des métiers qui étaient moins sexy, de rénovation, de réhabilitation même sociale, où il y a du sens quand même. Hein. Quand on refait un quartier dans des quartiers un peu moins favorisés, bah, il y a aussi du sens à faire ça. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui reviennent sur ces métiers et on se rend compte que finalement, il y a d'autres facteurs qui ne sont pas que le côté technique, le côté gros chantier, le côté bureau, qui était très... Moi, je me souviens, ma génération, ils voulaient tous faire du bureau, c'était le truc que tout le monde voulait faire, les tours à la défense, etc. Aujourd'hui, ça a changé. Enfin, je trouve que c'est positif, voilà, c'est rassurant aussi, de dire qu'ils ont d'autres envies. Et on en parlait tout à l'heure avec Henri. On a beaucoup de métiers spécialistes. Alors, je n'utilise pas le terme de systémique, hein, je vais essayer de bosser mon sujet par la prochaine fois. Mais, de systémique vers spécialiste, on a effectivement des spécialistes, mais c'est effectivement très important aussi d'avoir des gens qui ont eu de l'expérience aussi technique pour donner de la légitimité, de la crédibilité aussi sur ce qu'on propose. On a besoin des deux, quoi, de l'expertise environnementale, mais aussi d'avoir des connaissances techniques générales. D'ailleurs, dans les métiers que vous avez choisis, vous avez quand même des besoins d'avoir des connaissances techniques. Et puis après, alors c'est difficile, où est-ce qu'on met le poids du corps dans les enseignements qu'on va avoir, mais c'est important d'avoir les deux. Et c'est important, effectivement, vous le disiez aussi, hein, ces jeunes ingénieurs qui arrivent dans l'entreprise, ils ont envie d'avoir de l'impact. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et on peut en avoir dès le début, même si on en a plus quand on a des responsabilités, c'est évident, on ne va pas se mentir. Mais on en a déjà quand on démarre, et ne serait-ce que par les attentes que vous avez de l'impact. Parce que vous savez très bien qu'on a tous envie de vous recruter dans nos entreprises, et que on a aussi envie de répondre à vos attentes. Et on a besoin de vous aussi, parce que vous connaissez mieux les nouvelles tendances, les nouvelles... Les postes ont évolué. Pardon ? Les postes ont évolué aussi. Les postes ont évolué. Il y a des postes sur lesquels on a besoin effectivement de nouvelles expertises. Hein. Les ingénieurs ACV, effectivement, on a besoin de gens qui sont formés depuis pas si longtemps que ça sur ces métiers-là. Donc on a effectivement des grosses attentes, et on a de plus en plus de gens de technique, d'experts techniques qui travaillent avec les experts environnementaux et qui travaillent ensemble pour aller un peu plus loin sur ces attentes. Quand je dis on, c'est les entreprises en général. Encore une fois, c'est les PME, les grands groupes, c'est tout le monde du bâtiment en général. Voilà, donc c'est un peu les tendances. Beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'exigences sur les sujets d'environnement, sur les sujets de bien-être, de sens, de s'assurer que les valeurs qui sont vendues par l'entreprise, elles sont vraies en interne, elles sont vécues par les collaborateurs. Enfin, voilà, on a envie d'avoir des discours, et on a envie d'avoir un peu plus de concret, quoi. Puis de toute façon, vous appelez entre eux, pour raconter un truc et que c'est pas tout à fait la vérité, vous n'arrivez pas à marquer les infos. Donc il faut être cohérent avec ce qu'on vend. Enfin, ça ne sert à rien de raconter n'importe quoi. Je complète. Vas-y. Oui, rapidement. Mais juste sur en quelques mots, c'est effectivement, je confirme sur le fait qu'il faut être optimiste sur le côté qu'il y a des nouveaux métiers en fait. Là, en ce moment, je recrute un ou une responsable de projet climat qui va s'occuper de trajectoire carbone sur 200 immeubles, qui va s'occuper de puits de carbone pour reforester en France. C'est des nouveaux métiers. Moi, mon métier, j'ai eu plusieurs postes chez ICANN. Je n'ai fait que créer mon métier. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu qui m'a expliqué voilà, les outils, etc. C'était création, donc il y a énormément de nouveautés à apporter. Et c'est ce qu'on attend aussi de jeunes personnes à responsabilité, c'est créer aussi un peu leur poste et d'innover à l'intérieur de la boîte. Ça, c'était le premier sujet par rapport à ça, et j'ai perdu mon idée. C'est grave. Mais ouais, non, c'est... je vais arrêter là, parce que je suis pas de mon idée, je suis pas de dans le truc, voilà. Mais quand on parle de perdre d'idées, trouver des idées, je me permets de conclure, parce qu'il n'y a pas d'autres questions en ligne. Arnaud, oui, je te dis, tu as 15 secondes. Rebondir à nouveau sur les métiers et positionnements. 10 ans en collectivité et donc travailler avec les politiques, ça vous bouscule forcément un peu. Et dans la présentation de Jean Covici, il y avait mettre en œuvre les décisions des politiques. L'autre rôle qui est officiel hein, dans les collectivités locales, c'est de proposer des solutions. Oui, la décision est du côté du politique, mais il y a chez les agents publics en général et en particulier chez les techniciens, il y a les deux rôles, proposer d'une part,
recevoir la décision et savoir mettre en œuvre et être dans le comment on met en œuvre. Et sinon, sur les métiers qui ne sont pas forcément très mis en avant, les métiers de la maintenance sont absolument passionnants et sont de plus en plus demandés parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de besoin de construire, un petit peu plus de maintenir. J'espère en tout cas. Il reste toujours du temps, moi. C'est juste que je veux pas qu'il y ait des personnes qui ont des impératifs horaires. Je préfère qu'on conclue et qu'ensuite on échange toutes et tous. Donc, je vous invite toutes et tous à contacter donc, les différents groupements qui étaient présents ce soir, donc STP-RH, STP Alumni Transition, ou à discuter entre vous là en ligne ou autour d'un verre. Tu m'autorises à éduquer pour un dernier truc? Ouais, bien sûr. Alors, on prendra aussi mon retour sur la table ronde, notamment faire tenir le cadre et le faire respecter, parce que c'est passionnant. Non, mais en fait, celui qui a animé ce soir, il n'a pas du tout tenu la salle. Mais ça fait un super boulot. Non, mais juste parce que c'était pour terminer sur votre discours, en fait. J'ai rebondi dans ma tête, là, ça fait une bande, j'ai fait clac, ah oui, c'était ça que je voulais dire. C'est que vous parlez de comment repérer les entreprises qui font vraiment des choses. Voilà. Et bah ça, en fait, je vous donne un tuto que je donne aux gens en 2 mois, etc., ou en cours. 1, est-ce qu'elle publie ses impacts de manière chiffrée? Donc vous allez, avant d'aller voir cette boîte, vous allez voir son rapport, est-ce qu'il est tamponné par quelqu'un d'extérieur? Premièrement, s'il n'y a pas de communication d'impact, de KPI chiffré de ce que fait la boîte en RSE, vous pouvez partir. Numéro 2, quand vous la voyez et qu'elle puisse KPI chiffré, qu'est-ce qu'elle met comme moyen? Moyen humain, c'est-à-dire il y a combien de TP consacrés au sujet, comment ils se mettent en gouvernance, en formation pour les équipes, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un sujet de fond, et quels sont les projets enfin qu'elles font là-dessus. Vous faites déjà ces 3 sujets-là, elle publie des choses, elle met des moyens humains et financiers, et elle fait des projets liés au sujet pour adresser ses vrais impacts, hein. Vraiment je parle des KPI, de ses impacts, hein, pas autre chose. Vous faites déjà ça, vous éliminez 86% des problèmes et celles qui racontent n'importe quoi. Voilà, et je termine là. Très bonne idée. Allez-y. Merci. Non, je voulais juste me faire le porte-voix de ceux qu'on n'entend pas beaucoup, qui est le secteur public, parce que moi j'en fais partie. En sortant d'école, je suis directement partie dans le public. Et il existe dans le public des carrières et des moyens d'agir concrètement et de donner un sens à sa carrière, en fait, dans le sens du travail qu'on donne au quotidien. Voilà, donc initialement il y avait le sens du service public, hein, ça c'est quelque chose qui m'a porté depuis le début, mais notamment, moi aujourd'hui je vais faire la publicité d'un événement qui se passe jeudi soir, qui passe à l'ESTP, on va présenter, je travaille pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur des projets de transport, on travaille le transport, la mobilité, on essaye d'avoir un impact social sur notre environnement à tous. Donc, je vous invite à assister à la conférence sur les mobilités et voir ce qu'on fait concrètement. Voilà, le service public, c'est aussi une manière de donner du sens à des carrières. Et quand en plus on réussit à cumuler, comme moi je le fais aujourd'hui, dans son travail, le sens du service public, travail et en plus intégrer des enjeux environnementaux dans nos projets, c'est un épanouissement, c'est une vraie satisfaction. Bravo Delphine. Bravo Delphine. C'est juste une petite ouverture. C'est une très belle ouverture. Privé, en fait, donc voilà, toutes celles et ceux qui veulent continuer la conversation de quête de sens. Donc tous celles et ceux qui veulent contribuer à cette quête de sens, à ces discussions, apporter leur point de vue différent qu'on n'a pas forcément déjà parce qu'on ne se connaît pas toutes et tous. N'hésitez pas à nous contacter, venir voir nos réunions mensuelles, les prochains événements qu'on fait. Merci à vous toutes et tous qui êtes encore en ligne. J'espère que ça a pu être intelligible et que ça a aussi pu vous apporter. On est preneur de vos retours. Et Sophie, oui, pour la suite. Pour la suite, oui. Donc si tu veux ouvrir sur la suite, je t'en prie, la parole est à toi. Merci à toutes et à tous. En fait, je suis Camille Declercq, je suis plutôt dans les sciences humaines et j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture dans des contextes très différents. Et on avait discuté beaucoup avec Claire de la possibilité d'organiser des ateliers. Alors je ne vous fais pas peur du tout, c'est pas un atelier d'écriture pour apprendre à écrire, c'est d'utiliser l'écriture pour, et bien justement, je ne sais plus qui est-ce qui parlait de qu'est-ce que l'histoire j'ai envie de raconter. Et je trouve que dans la fin, il y avait vraiment des choses qui pourraient donner lieu à un atelier. Ça a l'avantage d'être peut-être un bon prolongement de cette réunion de ce soir, c'est
de vous retrouver à 7-8. Moi, je fais des explications du guide d'animation. C'est écrit, c'est des... chacun, vous pouvez finalement poser vos mots. Quels mots, moi, j'ai envie de poser? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et de manière à aller chercher aussi quelque chose qui est plus dans l'émotion, dans quelque chose qui est plus ancré, et qui vous permettrait aussi peut-être de mieux préciser ce que vous avez profondément envie de faire, comment vous pouvez transmettre à d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu ce que vous faites et ce dont vous avez envie. C'est aussi faire cet exercice, on va dire vaguement d'introspection, mais en groupe. C'est-à-dire qu'après, c'est les échanges et la lecture que vous allez faire de ce que vous allez écrire qui permet de partager, de finalement prolonger les débats que vous avez eus aujourd'hui et qui peut aussi permettre peut-être de construire un discours un peu plus collectif, mais basé sur autre chose que ces discussions, qui sont, enfin, c'est en parallèle, hein, mais ça se nourrit. Moi j'ai pris plein de notes et j'ai vu que finalement, à la fin, c'est ce qui ressortait, c'est peut-être de sortir d'un discours un peu technocratique. Et de savoir, moi, quel est mon discours à moi, quels sont les mots, moi, que j'ai envie de mettre. Vos mots à vous ne sont pas les mêmes que madame, et pourquoi, et c'est intéressant de se confronter, et de confronter son discours. Et aussi, peut-être, de construire, d'ailleurs. Parce que je suppose que vous n'êtes pas forcément tous toujours à l'aise pour en parler, même au sein de l'école, au sein de votre entreprise. C'est quelquefois renforcer ces argumentaires, ces discours. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à toi. Merci à toi. Donc voilà, je vous invite à poursuivre si vous voulez en ligne de votre côté.